Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui voir comment on peut décrire un mouvement. Alors, le monde qui nous entoure est en perpétuel mouvement, nous le savons tous. Et si l'on veut euh, préciser un mouvement, on est obligé de préciser l'objet que l'on désire suivre dans son évolution. Cet objet, on l'appelle le système. Le système est un objet dont on étudie le mouvement. Exemple, un ballon de football, un oiseau, un être humain, un avion, une planète, une galaxie, etc. Donc, prenons l'exemple d'un ballon de basket lancé par un basketteur vers le panier que l'on filme à l'aide d'une caméra fixée au sol. Alors, dans ce cas-là, nous suivons le mouvement du ballon par rapport à un solide, par rapport à quelque chose d'indéformable, c'est le sol, que l'on appelle le référentiel terrestre. Donc un référentiel, c'est un objet de référence indéformable par rapport auquel on observe et on étudie le mouvement d'un système. Alors, les exemples de référentiels, exemple courant, le wagon d'un train, c'est quelque chose d'indéformable. On peut toujours suivre le mouvement d'un passager dans le wagon, et nous, on est observateur du wagon, du référentiel du wagon. Automobile, un avion, un vélo, un quai-de-gare, etc. Alors, depuis le lycée, vous connaissez trois référentiels de base, le référentiel terrestre, le référentiel géocentrique, le référentiel héliocentrique. Regardons une petite animation qui nous fera percevoir peut-être un peu mieux ces trois référentiels. Alors, vous voyez ici, la Terre, c'est le référentiel terrestre. Si on a un observateur sur le sol, donc il est lié au référentiel terrestre. Maintenant, regardons ici, on a rajouté trois axes OX, OY, OZ centrés au centre de la Terre. Ce système de trois axes dirigés vers trois étoiles fixes très lointaines constitue le référentiel géocentrique, c'est-à-dire qui est centré sur O. Alors, est-ce que c'est la même chose que le référentiel terrestre? Regardons un peu. Vous voyez que le référentiel terrestre est en mouvement. Regardons un petit peu. Cette fois-ci, le système d'axes rigidement liés, qui constitue un référentiel, est attaché au centre du Soleil. On l'appelle le référentiel héliocentrique. Il est centré sur le centre du Soleil et ces trois axes sont orientés vers trois étoiles fixes, les mêmes que celles qu'on avait utilisées pour définir le référentiel géocentrique. Vous voyez que dans ce référentiel héliocentrique, eh bien, le centre de la Terre se déplace en décrivant une certaine trajectoire. Voilà donc trois exemples de référentiels célestes, c'est-à-dire du cosmos. Il en existe bien d'autres. Voilà, ils ont donc été écrits. Revenons un petit peu sur la notion de référentiel pour préciser quelque chose. Et on reprend l'exemple du ballon qui a été filmé par ma caméra, fixé au sol. Et ce ballon, donc on a fait un petit film dessus, donc dans le référentiel terrestre. On se propose, on voudrait décrire plus précisément le mouvement de ce ballon. Alors pour cela, on utilise un logiciel de pointage. Ce logiciel de pointage nous permet de pointer les différentes positions du ballon à différents instants. Alors, pour cela, eh bien, le logiciel de pointage a défini un repère X, O, Y avec une échelle de longueur sur les axes EX et EY et aussi un repère de temps. C'est une horloge qui est liée à l'ordinateur
et qui permet de déterminer, de repérer les différentes dates du ballon pour les différentes positions qu'il occupe. Ainsi, la donnée d'un repère d'espace et d'un repère de temps nous permettra de repérer avec beaucoup plus de précision le mouvement d'un objet par rapport à un référentiel. Donc, c'est ainsi qu'un référentiel, à la définition, c'est un objet de référence indéformable, c'est un croix insolite, par rapport auquel on observe et on étudie le mouvement d'un système. Alors, pour plus de précision, à un référentiel, on associe un repère d'espace x ou y pour repérer les coordonnées de chaque point du système et un repère de temps ou horloge pour repérer les dates des positions des différents points du système. Voilà donc pour préciser le référentiel. Alors, on peut se poser comme question, est-ce que si on change de référentiel, on observe un mouvement à partir d'un certain référentiel, et si maintenant je me place sur un autre référentiel, est-ce que je vais observer le même mouvement? Alors, donnons un exemple très simple. Prenons comme objet la jeune fille qui est là, qui s'appelle Virginie, qui est installée dans le wagon d'un train qui est en train de partir. Et elle est observée par deux personnages, celui-ci et puis celui-là. Celui-là, il observe Virginie depuis le quai, donc le référentiel d'observation, c'est le référentiel terrestre. Et pour ce personnage-là, eh bien, Virginie est en mouvement. D'accord? Donc, dans le référentiel terrestre, Virginie est en mouvement. Maintenant, si je change de référentiel, je me place du point de vue du garçon qui se situe en face de Virginie, eh bien, Virginie voit, ce garçon voit Virginie immobile. Donc, le système Virginie est immobile. Vous voyez que le système vu depuis le référentiel terrestre et le système vu depuis le référentiel du wagon, ben, le mouvement n'est pas le même pour les deux points de vue. Autrement dit, la description du mouvement d'un système dépend du choix du référentiel d'observation. Un mouvement est relatif à un référentiel, c'est-à-dire on l'étudie par rapport à un référentiel. On dit qu'il y a relativité du mouvement. Donc, au final, le mouvement d'un système n'a de signification que si l'on a précisé au départ le référentiel à partir duquel on observe ce mouvement. Alors, on revient un petit peu en arrière sur la notion d'échelle caractéristique d'un système. Si je prends l'exemple d'un avion de ligne, donc, qui a une vitesse en général moyenne de l'ordre de 1000 km à l'heure. Donc, il y a, si par exemple je prends comme échelle de temps l'heure, une échelle temporelle, ici, vous voyez temporelle, eh bien, l'échelle correspondante, pertinente à prendre pour décrire le mouvement d'un avion, l'échelle spatiale, sera le millier de kilomètres pour être en adéquation avec la vitesse de l'objet par rapport au référentiel. Par contre, il n'est pas pertinent de choisir la minute comme échelle temporelle, dans le cadre du mouvement d'un avion, en lui associant une échelle spatiale de l'ordre d'une dizaine de milliers de kilomètres, évidemment. Parce que la vitesse d'un avion n'est pas de l'ordre d'une dizaine de milliers de kilomètres à la minute. Bien. Alors, donc, on a vu la notion de relativité du mouvement. Maintenant, eh bien, on va essayer de comprendre ce qu'on appelle la modélisation d'un système par un point. Regardons l'exemple d'un oiseau. Alors, un oiseau est en train de voler et qu'avec un logiciel de pointage, on a pointé les extrémités de l'aile de l'oiseau. On voit que le mouvement de ce point de l'aile de l'oiseau est plutôt complexe. Maintenant, on repointe, redéclenche le pointage, et cette fois-ci, on pointe le centre de l'oiseau pour chaque image. On voit que cette fois-ci, le centre de l'oiseau, le mouvement du centre de l'oiseau est plus simple. On dit qu'on peut modéliser l'oiseau par un point confondu avec son centre. C'est-à-dire qu'on peut approximer l'oiseau au mouvement de son centre. Alors, est-ce que c'est pertinent? Dans les deux modélisations,
la description, c'est-à-dire du mouvement de l'oiseau par un point, est incomplète. Que ce soit dans le premier cas où on prend un point de l'aile de l'oiseau ou dans le deuxième cas où on pointe le centre de l'oiseau. Pourquoi? Parce qu'elle ne tient pas compte, par exemple ici, du mouvement des ailes. Si je prends par exemple, je suis le mouvement du centre de l'oiseau, eh bien, ce mouvement ne tient pas compte du battement des ailes. Donc, autrement dit, modéliser un objet, un système par un point est totalement incomplet et entraîne une perte d'information sur son mouvement. La modélisation d'un système par un point est d'autant plus pertinente que l'on se trouve plus loin du système. Par exemple, si cet oiseau, au lieu de le filmer à 20 mètres de soi, on le filme à 1 à 2, 3 km, et à ce moment-là, on voit un point. C'est-à-dire que si la distance entre l'observateur et l'objet est grande devant la taille de l'objet, il est plus pertinent de modéliser ce système par un point. Donc, autrement dit, retenons, par souci de simplification, on modélise le mouvement d'un système par celui d'un point dont le mouvement est le plus simple possible. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ceci entraîne toujours une perte d'information sur le mouvement d'un système. Alors, passons à la notion de position et de trajectoire. Alors, on connaît la notion de trajectoire depuis la troisième. Dans un référentiel donné, la trajectoire d'un système modélisé par un point est l'ensemble des positions successives de ce point au cours du temps. Alors, est-ce que la notion de trajectoire dépend du référentiel? Revenons sur l'exemple précédent. Si l'on considère par exemple comme système un œil de Virginie, pour l'observateur situé dans le wagon, c'est-à-dire dans le référentiel du wagon, l'œil de Virginie ne bouge pas. S'il ne bouge pas, bien, sa trajectoire se réduit donc à un point. Par contre, ce même œil de Virginie, ce même système, suivi depuis le référentiel terrestre, eh bien, sa trajectoire ne va plus être un point puisque l'œil de Virginie est en mouvement par rapport au quai. Eh bien, l'œil de Virginie va suivre une certaine courbe qui suit un petit peu le quai. Donc, la réponse, si vous voulez, c'est que la trajectoire d'un point dépend du référentiel d'observation. Alors, on se pose toujours la question de caractériser les trajectoires, hein, c'est-à-dire de les décrire et de dire quelle est alors la nature du mouvement. Alors, il y a 3 schémas ci-dessous. Par exemple, eh bien, le mouvement d'une voiture, modélisé par un point. Ici, on constate que le mouvement de cette voiture, que la trajectoire de cette voiture est une portion de droite. On dit alors que le mouvement est rectiligne. Si maintenant on observe le mouvement du point d'attache d'une nacelle d'une roue de fête foraine, et qu'on suit les positions successives de ce point d'attache, on voit que ces positions successives eh bien, sont réparties sur un cercle, c'est-à-dire que la trajectoire du point d'attache est alors une portion de cercle. On dit que le mouvement est circulaire. Plus généralement, si on regarde la trajectoire du ballon de football, du centre du ballon de football, on constate qu'elle n'est pas rectiligne, elle n'est pas circulaire, on dit plus généralement qu'elle est curviligne. Voilà ce que l'on appelle caractériser des trajectoires. On va vectorialiser donc la mécanique, c'est-à-dire qu'on va caractériser des déplacements par des vecteurs. Alors introduisons d'abord le vecteur déplacement d'un point. Voilà un ballon de football, des positions, bon, on part d'une position grand M du centre du ballon, et par rapport au référentiel terrestre, par exemple, et que ce ballon, il décrit une certaine trajectoire et que le point M se déplace vers le point M, du point M au point M'. Donc à ce moment-là, on dit que on caractérise le déplacement
du point M par le vecteur M' que l'on appelle vecteur déplacement. Alors, est-ce une description réaliste du mouvement du point M, du déplacement du point M? Pas du tout, puisque le chemin suivi par le point M n'est pas du tout un chemin rectiligne, c'est un chemin curviligne. Donc, c'est une approximation un peu abusive pour décrire le déplacement d'un point. Néanmoins, on l'utilise. Donc, le vecteur déplacement a trois caractéristiques. Sa direction, c'est celle de la droite M'. Son sens est celui du mouvement, donc de M vers M'. La flèche, donc le segment fléché, est orienté de M vers M'. Et sa norme, c'est la valeur de la distance M'. Alors, évidemment, pour savoir quel serait le mouvement, la vitesse au point M, et décrire de façon plus précise ce qui se passe au niveau du point M à un instant donné, on va introduire la notion de vecteur vitesse d'un point. Alors, d'abord, la notion de vecteur vitesse moyenne d'un point. Alors, si vous voyez que ici, si je prends le vecteur vitesse, on considère le déplacement du point M, le vecteur déplacement M', on définit le vecteur vitesse moyenne par le vecteur V moyen égale MM', vecteur MM' sur delta t. Alors, vecteur MM' sur delta t, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le produit du nombre réel 1 divisé par delta t multiplié par le vecteur MM'. Alors, qu'est-ce que c'est que le produit d'un nombre réel par un vecteur? Rappelons-le, c'est la notion de vecteur collinaire qui va émerger. Je considère le vecteur petit u et le vecteur v égale un nombre réel gamma multiplié par le vecteur petit u. C'est un petit peu comme si je prenais gamma égale 1 sur delta t et le vecteur u égale le vecteur déplacement. On dit que ces vecteurs-là, ces deux vecteurs u et v sont collinaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vecteur collinaire? Ça veut dire qu'ils ont même direction. Il y a deux situations. Ici, vecteur u et vecteur v ont même direction, là aussi. Par contre, si gamma est positif, eh bien, le vecteur v sera de même sens que u. On dira que v et u sont collinaires et de même sens. Si gamma est négatif, eh bien, le vecteur u et le vecteur v sont de sens opposé. On dira que u et v sont collinaires et de sens contraire. Et la norme du vecteur v sera égale à valeur absolue de gamma multipliée par la norme du vecteur. Donc, pour revenir à notre exemple du vecteur vitesse moyenne, le vecteur vitesse moyenne, quand on regarde sa définition, le vecteur vitesse moyenne et le vecteur déplacement M' sont collinaires et de même sens, puisque v moyen est du type gamma, 1 sur delta t, fois u, c'est-à-dire fois M'. Alors, maintenant, bien, on va essayer de définir le vecteur vitesse en un point de la trajectoire. Alors, si je considère donc la position d'un point, M2, on définit le vecteur vitesse V2 au point M2 eh bien, par le vecteur M2, M3 divisé par T3 moins T2. C'est-à-dire que, vous voyez que pour définir le vecteur vitesse à un instant donné, on prend le vecteur, on considère un intervalle de temps le plus petit possible. Ici, cet intervalle de temps, c'est T3 moins T2. Et dans ce cas-là, vous constatez que le vecteur M2, M3 suit de façon très fidèle la trajectoire. Voilà, donc comment on approxime le vecteur vitesse à un instant donné. Et ce vecteur, eh bien, on considérera qu'il est quasiment tangent, sa direction est quasiment tangente à la trajectoire. Donc faisons le point sur la notion de vecteur vitesse d'un point.
le vecteur vitesse VI d'un point M indice peut être approché par le vecteur vitesse moyenne entre deux positions successives MI et MI plus 1, mais cette fois-ci pas très éloignées comme ici, mais à des instants très voisins TI et TI plus 1, séparés par une durée extrêmement courte, delta T égale TI plus 1 moins TI. Autrement dit, l'expression approchée de ce vecteur vitesse sera VI égale vecteur MI, MI plus 1 sur TI plus 1 moins TI. Voilà, donc la définition du vecteur vitesse en un point. Alors, le vecteur vitesse en un point dépend évidemment du référentiel d'observation de son mouvement. Par exemple, si je reprends le cas de Virginie, hein, pas de diapositive avant, eh bien, si on veut caractériser le vecteur vitesse de l'œil de Virginie dans le wagon, eh bien, ça sera le vecteur nul, puisque le vecteur déplacement de l'œil de Virginie sera égal à 0 tout le temps. Alors que le vecteur vitesse de l'œil de Virginie ici, mesuré par l'observateur qui est là, eh bien, il y aura un déplacement qui ne sera pas nul pendant un intervalle de temps donné. Donc, autrement dit, le vecteur vitesse de Virginie ne sera pas le même. Autrement dit, eh bien, le vecteur vitesse d'un point M dépend du référentiel d'observation de son mouvement. Le vecteur vitesse d'un point est relatif à un référentiel donné. Alors maintenant, il faut être capable de décrire les caractéristiques du vecteur vitesse d'un point. Alors, on imagine que dans un référentiel donné, on connaît la trajectoire d'un point, grand M, et qu'on connaît le sens du mouvement de ce point grand M sur sa trajectoire. Le vecteur vitesse V aura les 4 caractéristiques suivantes. Son origine, on convient d'appliquer le segment fléché, de prendre l'origine du segment fléché en M. Sa direction, c'est-à-dire la droite qui soutient le vecteur V. Sa direction est tangente à la trajectoire, au point grand M. Ça, il faut le retenir. Son sens est toujours celui du mouvement. Vous voyez que le sens du mouvement est de la gauche vers la droite. Le vecteur vitesse a également son sens de la gauche vers la droite. Et la norme du vecteur vitesse est la valeur de la vitesse au point grand M. Elle est exprimée en mètres par seconde. Alors, ce qu'il faut savoir faire, c'est représenter le vecteur vitesse d'un point. Pour représenter le vecteur vitesse d'un point, il est indispensable d'utiliser une échelle de vitesse, c'est-à-dire une correspondance entre une longueur de la figure et une valeur de la vitesse. Si, par exemple, la vitesse d'un point à un instant donné est 12 mètres par seconde, je veux représenter le vecteur vitesse V de ce point à l'échelle 2,0 cm sur la figure pour 4,0 mètres par seconde. Imaginons que ça, c'est 2 cm. Alors, à ce moment-là, on veut calculer la longueur du segment fléché qui va représenter le vecteur vitesse à cette échelle-là. Pour cela, il suffit d'appliquer une règle de proportionnalité. On pose l'échelle de vitesse, 2,0 cm, correspond à 4,0 mètres par seconde, et grand L, la longueur à chercher pour le segment que je dois tracer, le segment fléché que je dois tracer, correspond à 12 mètres par seconde. Donc, en faisant le rapport des grandeurs de même nature, longueurs et vitesse, on voit que L divisé par 2,0 est égal à 12 divisé par 4,0. Et on trouve au final que l'on doit représenter le vecteur vitesse par un segment fléché de 6 cm. Alors, caractériser un mouvement rectiligne, uniforme et non uniforme. Alors ici, vous avez un mouvement rectiligne et uniforme. Vous voyez que la trajectoire est une droite, c'est normal, le mouvement est rectiligne, et uniforme parce que
les flèches, les représentatives, les segments fléchés sont tous les mêmes. Ça veut dire que la norme du vecteur vitesse est la même. Par contre, si on regarde ce mouvement-là, on voit que la trajectoire, c'est encore une droite, que le mouvement est rectiligne, mais que cette fois-ci, la norme du vecteur vitesse varie et que au cours du temps, eh bien, les segments fléchés ont des longueurs de plus en plus grandes. Cela veut dire que la valeur de la vitesse, la norme du vecteur vitesse augmente au cours du temps. On dira alors que le mouvement rectiligne du système est accéléré. Et là, évidemment, la dernière solution, c'est que le vecteur vitesse, le mouvement est encore rectiligne, la norme du vecteur vitesse diminue au cours du temps, cela veut dire que le mouvement est décéléré ou retardé. Alors, la dernière capacité exigible, savoir utiliser la variation du vecteur vitesse pour décrire un mouvement. Alors, dans un système, dans un référentiel donné, pardon, la variation au cours du temps du vecteur vitesse d'un système permet de décrire ce mouvement. Supposons que la direction du vecteur vitesse reste constante. Vous voyez que c'est le cas de ces trois situations-là. On dira alors que le mouvement est rectiligne. Nécessairement, si la direction reste constante, le mouvement est rectiligne. Ça, il faut le savoir. Deuxième cas, si la direction du vecteur vitesse varie, alors à ce moment-là, on dira que le mouvement est curviligne. C'est le cas des deux dernières situations. Vous voyez que les vecteurs vitesse à différents instants n'ont pas la même direction. On dira alors que le mouvement est curviligne. C'est le cas donc de la trajectoire football, mais c'est le cas aussi de la situation de droite où le point que l'on suit dans ce mouvement décrit un cercle et le vecteur vitesse, là encore, sa direction varie. Donc, la deuxième situation englobe les deux derniers cas. Maintenant, troisième situation, la norme du vecteur vitesse reste constante. À ce moment-là, le mouvement est uniforme. Alors, dans quel cas, quels sont les cas qui correspondent à cette hypothèse? Mais il y a ce premier cas, il y a ce deuxième cas, pardon, où la norme du vecteur vitesse est constante, le mouvement est uniforme, il est aussi rectiligne, et dans ce cas-là, vous voyez que la norme du vecteur vitesse pour chacune des positions est la même. Hein, donc là encore, eh bien, cette situation-là englobe le cas de intermédiaire ici et le cas du mouvement circulaire. Maintenant, bien, la norme du vecteur vitesse augmente. Dans ce cas-là, on dit alors que le mouvement est accéléré, ben on voit très bien que la norme de la vitesse augmente dans le troisième cas, dans le premier cas, et que la norme de la vitesse diminue, le mouvement est décéléré. Vous voyez que ici, la norme de la vitesse diminue, le mouvement est décéléré. Alors si on regarde ici, on voit que dans la phase de montée, la norme du vecteur vitesse diminue, vous voyez, et dans la phase de descente, donc le mouvement est décéléré dans la phase de montée, et on voit que les flèches représentatives du vecteur vitesse augmentent dans la phase de descente. Ça veut dire que dans la phase de descente, le mouvement est décéléré ou retardé. Eh bien voilà, le chapitre est terminé. Je vous remercie.